Bonjour à tous. Je suis Lucas Vallet. J'anime la table ronde numéro 4 pour clôturer notre journée scientifique. Je suis représentant de AIDE au TRT5 depuis quelques années. Notre dernière table ronde va aborder le sujet assez large de la vaccination. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Odile Launay et docteur Yves Lévy pour animer cette table avec moi. Normalement, professeur Launay devait commencer, mais je vous propose d'inverser parce que je crois qu'il y a un souci de connexion. Je vais demander à docteur Lévy de commencer sa présentation. Je le présente en quelques mots. Docteur Lévy, qui est docteur en médecine et professeur d'immunologie, donc spécialiste de l'infection par le VIH. De 2014 à 2018, il a été le président directeur général de l'INSERM et de l'Alliance Aviaison. Et à ce jour, il est directeur général du VRI, le Vaccine Research Institute. Je vais lui laisser la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Vous m'avez demandé de réfléchir aux leçons qu'on peut tirer des deux épidémies et des relations et des interactions entre la recherche, les aspects de recherche entre le VIH et le Covid. Évidemment, cette présentation sera forcément restrictive à certains aspects, tant les similitudes ou les leçons qu'on peut tirer sont évidemment importantes et larges. Et pour peut-être poser la situation, peut-être revenir aussi sur l'historique récente de ces deux infections. Si l'on revoit ce qui s'est passé lorsque nous avons été confrontés au VIH, premier cas en 81, on le sait, identification du virus en 83, le premier test homologué par la FDA en 85, de dépistage, et puis les premières combinaisons de traitement efficaces 10 ans plus tard, en 95, et un total de près de 77 millions de personnes infectées et 35 millions de décès, et 40 ans après, l'absence de vaccin. Et cependant, des stratégies importantes de prévention. Concernant le SARS, on le sait, les premiers cas ont été officiellement déclarés vers le 29 décembre. On a l'identification du virus une dizaine de jours plus tard, les tests immédiatement ensuite, même implémentés, et puis des avancées considérables. Et on le sait, un vaccin en moins de 10 mois, et puis des outils thérapeutiques, et notamment sur les anticorps thérapeutiques. Donc, entre 80 et 2000 et 2020, on peut mettre en évidence que ces avancées majeures qui ont été assez rapides dans le Covid, quelle que soit évidemment la gravité de l'épidémie et qui n'est pas contrôlée, on peut la mettre sur, si on fait l'analogie avec ce qui s'est passé dans le VIH, sur 3 points majeurs. Le premier, c'est des immenses avancées technologiques entre 81 et 2020, et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Deuxièmement, le bénéfice qu'ont apporté paradoxalement des échecs importants de la recherche vaccinale dans le VIH, mais qui a été un booster extrêmement important pour comprendre ce que l'on faisait. Et puis aussi la confrontation à différentes crises dans les 20-30 dernières années, que ce soit Ebola, les arboviroses, la grippe H1N1, le SARS, le MERS et évidemment maintenant le Covid. Donc, il y a plusieurs sujets abordés concernant la préparation sur lesquels je ne reviendrai pas, mais surtout sur les aspects recherche. Il y a 3 points que je voudrais donc développer. Le premier, c'est ces avancées technologiques importantes. Le deuxième, c'est essayer de comprendre comment les recherches sur le vaccin du VIH ont aidé à la mise au point d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, et ensuite des réflexions sur l'organisation de la recherche et sur des considérations un peu plus générales. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années ou 18 derniers mois? Les avancées technologiques, si je prends 2 avancées importantes pour le Covid, les anticorps thérapeutiques, les anticorps monoclonaux et les vaccins efficaces. En fait, ces avancées, elles découlent complètement, de manière très importante, de tout ce qui a été mis en place sur la recherche vaccinale dans le VIH, où il y a eu un moment très important, c'est en 2009, quand le premier essai de vaccination dans le VIH a montré des premiers signaux d'efficacité, 30% dans l'essai d'Itaï, et tout ce qui a été mis ensuite en route dans tous les laboratoires pour essayer de comprendre quels pouvaient être les corrélats de protection et de comprendre les mécanismes d'action. Quand on s'intéresse à ces sujets, on voit qu'il y a eu un bond considérable pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cet essai avec une efficacité modeste,
pour essayer de mettre au point des tests pour comprendre ces corrélats de protection. Et aussi, le deuxième point, c'est de mettre au point des nouvelles technologies pour améliorer les immunogènes, les futurs vaccins. Et une des avancées majeures qui impacte complètement ce qui s'est passé avec le Covid, c'est la mise au point d'outils, et je fais référence pour ceux qui connaissent aux travaux de Peter Kwong ou du VRC au NIH, qui a été de mettre en place la structure tridimensionnelle de ce qu'était l'enveloppe du VIH, et à partir de ça, d'utiliser ça comme une proie pour capter les cellules spécifiques, les cellules et lymphocytes B du sang des malades, et à partir de ces cellules B, toute une technologie de séquençage à haut débit pour essayer d'identifier les anticorps exprimés par ces cellules B qui reconnaissaient des parties de l'enveloppe du VIH, et ces anticorps, les cloner et fabriquer des anticorps monoclonaux qui étaient des anticorps neutralisants qui pouvaient être utilisés en thérapeutique. Et ça, c'est le premier aspect, c'est donc identifier des anticorps et avoir des outils thérapeutiques qui sont des anticorps monoclonaux pour comprendre comment on contrôle l'infection par le VIH. Et de l'autre côté, c'est de prendre les protéines du VIH, les modifier pour les rendre beaucoup plus immunogéniques et démasquer ce qu'on appelle des épitopes pour avoir de meilleurs vaccins. Ces deux aspects ont été fondamentaux parce qu'ils ont été déclinés, par exemple, dans Ebola, où on a pu construire des anticorps monoclonaux et c'est les seuls traitements d'Ebola, c'est les anticorps qui ont été fabriqués pour pouvoir avoir des anticorps neutralisants d'Ebola, mais c'est aussi des technologies qui ont été appliquées pour isoler des anticorps neutralisants dans la maladie de Covid. Concernant les épitopes, je vais y revenir, c'est-à-dire ces antigènes, je vais y revenir quand je vais parler des vaccins. L'autre élément important qui découle aussi de ces recherches, c'est d'essayer de comprendre et de mettre au point des tests pour comprendre la réaction immunitaire, la réaction immunologique, c'est-à-dire tous les composants du système immunitaire qui peuvent être mis en jeu pour la protection et pour le contrôle de l'infection. Et on est passé des tests, pour ceux qui connaissent, des ELISpot, des tests extrêmement simples, jusqu'à l'analyse au niveau unicellulaire des messages génétiques, des transcriptomiques, des circuits importants mis en place pour l'activation des cellules immunitaires. Donc, un seul essai au niveau du VIH pour essayer de comprendre son mécanisme a généré des outils technologiques extrêmement importants et qui ont été ensuite mis en œuvre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le Covid, et d'où l'accélération de la compréhension de la physiopathologie, mais aussi la mise au point des outils de vaccination. Alors, sur le VIH et évidemment le Covid, il y a des différences importantes, mais il y a aussi des homologies, c'est-à-dire que la mise en évidence très rapidement, comme l'enveloppe du VIH, cette fameuse protéine spike du Covid, et cette spike a servi dans différents modèles, comme je l'ai dit, de sortir les cellules B du sang des malades convalescents, ou bien d'immuniser des souris qui pouvaient faire une réponse immunitaire, et c'est ce qu'on appelle synthétique technologie qui a permis de produire ces anticorps neutralisants. Concernant les plateformes vaccinales, les 30 dernières années qui ont été des échecs de la recherche vaccinale, comme je l'ai dit, ont cependant permis de mettre au point un certain nombre de plateformes qui ont été très rapidement utilisées et passage en clinique et passage dans le VIH et du VIH au Covid. Par exemple, ce que l'on a appris du VIH, c'est que évidemment la physiopathologie vis-à-vis du Covid est totalement différente. Concernant le Covid, le système immunitaire est capable de se débarrasser du virus. Il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas d'intégration. Il y a des réponses croisées que nous avons tous vis-à-vis des autres coronavirus du rhume banal, qui permet aussi d'accélérer une réponse immunitaire et qui a été suffisamment neutralisante. Et tout ça est extrêmement différent, évidemment, de ce que l'on connaît avec le VIH. Cependant, le fait d'avoir cette protéine d'enveloppe a été la base de l'utilisation des plateformes qu'on a utilisées dans le VIH. Je fais un rappel très rapide. En 2004, le premier adénovirus dans le VIH développé par Merck a été, 3 ans après, considéré comme un échec, c'est l'adéno 5, ce qui a généré beaucoup de recherches pour trouver d'autres adénovirus, d'où l'adéno 26, qui est le vaccin aujourd'hui de Johnson, qui est homologué pour le Covid. Il y a eu d'autres adénovirus comme celui d'Oxford et d'AstraZeneca qui sont et qui découlent de cette recherche.
Et même l'ARN dont on dit qu'il est nouveau, il a marché dans le Covid, mais Moderna, il y a 25 ans de recherche sur l'utilisation de l'ARN dans le VIH, et on voit bien que la même technologie ne donne pas forcément les mêmes efficacités ou les mêmes succès concernant la mise au point d'un vaccin contre le VIH, qui sera une autre affaire, même en utilisant la plateforme ARN, que ce que l'on a connu pour le Covid. Le troisième point, c'est très rapidement, c'est les conditions de la recherche et des conditions des réflexions un peu générales, et vous en avez abordé quelques-unes dans la table ronde précédente. Le premier, c'est que l'expérience qu'on a eue avec le VIH et même avec Ebola nous amène à une considération importante, c'est que on doit baser nos interventions, surtout dans une épidémie avec un agent qu'on ne connaît pas, complètement sur des bases scientifiques. Et que si on avait connu au début de l'épidémie du sida les mêmes incertitudes concernant l'épidémiologie, concernant la transmission, concernant la présentation clinique, l'histoire naturelle, et que tout ça fait que, évidemment, la prise de décision, la communication et le développement, et surtout la confiance que le public peut avoir en nous, met tout cela de manière en danger régulièrement parce que nous sommes pris à défaut sur les communications que l'on peut faire, ce que veut dire qu'il est fondamental que, d'abord, et vous l'avez abordé tout à l'heure, on implique le maximum les communautés et évidemment le maximum ceux qui sont touchés pour essayer de comprendre et de garder la confiance avec le public, mais aussi de faire attention que nos décisions soient essentiellement fondées sur la meilleure science, la plus efficace, et une communication qui est extrêmement claire. Et que concernant le Covid, on peut se dire qu'au début, nous n'avions aucun modèle préclinique qui nous permettait de fonder les avancées thérapeutiques que l'on a faites et que les interventions que l'on a pu faire, notamment le repositionnement de drogue, a été extrêmement hypothétique et on l'a vu, beaucoup sont en échec, quasiment tout en échec, ou très peu de succès ou d'efficacité, et que on aurait pu penser qu'il aurait fallu pouvoir mieux avancer dans la compréhension de la pathologie, bien sûr à mitiger avec l'urgence de mettre au point des traitements, avant d'avancer sur des hypothèses qui n'étaient pas forcément toutes démontrées parce qu'on pouvait savoir au fur et à mesure de ce virus. Le deuxième point, c'est les arguments d'autorité. Je crois que l'histoire, il faudra qu'on se repenche notre retour d'expérience sur ce qui s'est passé avec la chloroquine, où cependant des équipes françaises avaient montré très vite dans des modèles animaux qu'il n'y avait pas d'efficacité évidemment de cet agent thérapeutique, ce qui n'a pas empêché, malgré une recherche science fondamentale extrêmement pointue, un papier publié dans Nature par une équipe française, de poursuivre le développement d'un certain nombre de traitements. Donc, l'expérience que l'on a eue, que ce soit pour le HIV, que ce soit pour Ebola ou pour d'autres crises, nous montre qu'on doit se coordonner entre la recherche la plus fondamentale et la recherche clinique, que l'on doit rester sur quelque chose qui est à hypothesis driven et pas uniquement sur des arguments, je dirais, d'autorité. Alors, pour conclure, j'ai eu l'expérience en étant président de l'INSERM d'avoir affronté la crise Ebola en 2014-2015 et de mettre en place un grand plan ou des plans même dans notre pays de prévention, mais aussi en Afrique, ou que ce soit de thérapeutique ou de vaccins. Et là, il est très clair que quand on veut répondre à une épidémie, il y a 4 piliers. Et la question de s'interroger sur qu'est-ce qu'on va apprendre de Covid. Le premier, c'est évidemment de mieux connaître au maximum l'agent et le détecter, le dépister. Et cela fait appel de la recherche la plus fondamentale jusqu'à de la recherche technologique et jusqu'à de la mise au point de tests, mais aussi de la physiopathologie. Le deuxième, c'est évidemment les vaccins et les traitements. Je n'y reviens pas. Le troisième, c'est les aspects de santé publique et de politique publique. Et ça, c'est une vraie question et qui va jusqu'à, évidemment, les essais thérapeutiques et le lien avec le public. Et le quatrième, c'est la communication. Et je dois dire que j'ai entendu ce qu'a dit Henri Bergeron tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui. Imaginons ce qui se serait passé au début du sida si nous avions eu une communication aussi
non contrôlée, aussi hétérogène, aussi diversifiée et aussi contradictoire sur le plan de ce que la rue comme impact au niveau du public et aussi au niveau des communautés. Et donc la régulation de la communication est aussi importante et peut-être c'est une des meilleures leçons que l'on aura si on veut comparer ce qu'on a fait sur le sida par rapport à ce qu'on a fait sur le Covid. Je ne crois pas qu'il y aura un retour sur les technologies vers le HIV parce que je pense que c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Par contre, il nous restera à comprendre absolument pourquoi nous avons cette, je dirais, cette défaillance importante vis-à-vis de la communication scientifique qui a mis beaucoup en danger notre crédibilité au niveau du public. Voilà, je m'arrête là. Merci Yves pour votre présentation sur les liens entre VIH et Covid-19, sur la vaccination. Je vais proposer à Odile Launay de prendre la suite pour aborder vaccination Covid-19 et l'infection par VIH. Je rappelle que Odile Launay est professeure des universités en maladies infectieuses et tropicales à l'Université de Paris et praticien hospitalier à l'hôpital Cochin, aussi à Paris. Elle coordonne le centre d'investigation clinique Cochin Pasteur et le réseau français de recherche clinique en vaccinologie. Elle est aussi membre du conseil scientifique vaccin Covid-19 et coordonne Covir-Evac, le consortium de recherche clinique vaccinale Covid-19 au sein de l'AMRS-MIE. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, désolée de m'être connectée un tout petit peu tard. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est tout bon, Odile. Merci. D'accord, voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la vaccination contre le Covid-19 des patients vivant avec le VIH et faire un petit état des lieux des données disponibles sur ce thème. Donc, je commence par préciser que je travaille donc dans un centre d'investigation clinique en lien direct avec les industriels du vaccin. Donc, si on reprend de façon un peu générale la vaccination chez les personnes qui vivent avec le VIH, on peut dire en premier lieu qu'il faut être prudent avec les vaccins vivants en raison de l'immunodépression. Donc, on peut administrer ces vaccins seulement si les CD4 sont à plus de 200. On a aussi des données avec les vaccins qui étaient disponibles jusqu'à présent qui montrent que l'immunogénicité des vaccins peut être diminuée dans cette population, que ce soit les vaccins vivants lorsqu'ils sont administrés, mais aussi les vaccins sous-unitaires ou inactivés. Et il faut dire que jusqu'à présent, on n'avait pas de données avec les nouvelles plateformes vaccinales, que ce soit l'ARN ou les vaccins vectorisés, ou en tous les cas des données très peu nombreuses. Et donc, on a avec ces vaccins à la fois une diminution de l'intensité de la réponse immunitaire, de sa persistance, et dans certaines indications, on a pu mettre en évidence que des schémas vaccinaux intensifiés pouvaient permettre d'apporter une réponse. Dans les données de la littérature, avec les vaccins jusqu'à présent disponibles, on a pu mettre en évidence que les facteurs qui étaient associés à une moins bonne réponse immunitaire, c'était finalement avant tout le fait d'avoir une charge virale VIH détectable, mal contrôlée par le traitement, probablement par le biais de l'inflammation. Mais il y a aussi des données sur l'impact du nombre de CD4, et on sait que quand on a moins de 200 CD4, et peut-être aussi moins de 350, les données sont variables selon les vaccins, la réponse immunitaire peut être plus faible. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais je souhaitais rappeler très rapidement que le schéma vaccinal chez les personnes qui vivent avec le VIH comporte d'une part les vaccins du calendrier vaccinal, avec peut-être un impact particulier qui nécessite qu'on maintiennent des rappels tous les 10 ans, contrairement à la population générale. Et puis, il y a des vaccinations qui vont être spécifiquement recommandées, en particulier la grippe, le pneumocoque et l'hépatite B, plus certains vaccins s'il existe des facteurs de risque particuliers en plus de l'infection par le VIH. Alors, quand on s'intéresse donc à la vaccination Covid-19, et je parlerai ici des vaccins qu'on peut peut-être dire de première génération, puisque la recherche vaccinale continue. On a aujourd'hui en Europe 4 vaccins. Les 2 premiers disponibles étaient les vaccins ARN développés par Pfizer-BioNTech et par Moderna, qui ont été disponibles très vite, moins d'1 an après la déclaration de cette pandémie. Et puis des vaccins vectorisés, c'est-à-dire reposant sur
un virus permettant d'inclure et d'exposer le gène d'intérêt, ici la protéine spike, que ce soit le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford ou le vaccin développé par Janssen. Alors, en termes d'efficacité, et ça, c'est des données, donc des essais de phase 3 qui ont impliqué, inclus plusieurs dizaines de milliers de participants. Ce qu'on voit, c'est que les vaccins à ARN, qui pour la première fois ont fait la preuve de leur efficacité, sont apparus comme étant des vaccins extrêmement efficaces, avec des efficacités de plus de 90%, de l'ordre de 95% pour Pfizer-BioNTech ou Moderna. Les données avec les vaccins vectorisés montrent une efficacité tout à fait acceptable, puisque l'OMS avait fixé à 50% la barre pour dire que le vaccin était efficace, mais somme toute quand même des efficacités qui sont un peu inférieures à celles qu'on a pu observer avec les ARN. Et puis les vaccins plus classiques, les vaccins inactivés, qui ont été développés en particulier par les Chinois, ont montré des efficacités un peu moins bonnes, et on a pour l'instant qu'une seule étude permettant de démontrer l'efficacité d'un vaccin sous-unitaire. Les vaccins sous-unitaires, c'est une approche classique qui est utilisée pour le vaccin hépatite B, par exemple, ou la vaccination HPV. Donc, on a des données du vaccin Novavax qui ne sont pas des données sur la souche originale, contrairement au vaccin précédent, mais déjà sur des variants, avec une efficacité qui est de l'ordre de 86% pour le variant alpha et 60% pour le variant bêta. Alors, quand on s'intéresse donc plus spécifiquement à l'infection par le VIH, je crois qu'il faut souligner le fait que les données disponibles sont encore peu nombreuses et beaucoup moins nombreuses que dans d'autres situations cliniques, en particulier dans des situations d'immunodépression profonde. Mais on a quand même un certain nombre de données que j'ai essayé de résumer ici. Alors, au cours des essais de phase 3, certains essais ont impliqué et inclus des patients infectés par le VIH, mais on n'a pas les données spécifiques concernant ces données. Elles sont dans les dossiers d'enregistrement, mais on ne possède pas ces données. Et par contre, on a des premières données qui ont été obtenues à partir de l'essai de phase 3 pour AstraZeneca que je vais vous présenter ici. Alors, cette première publication, donc, c'est une publication qui est issue d'un essai clinique de phase 2-3, donc avec le vaccin AstraZeneca Université d'Oxford, où ont été inclus 54 personnes vivant avec le VIH, 50 contrôles. Les patients vivant avec le VIH étaient tous traités. Odile, excusez-moi, je vous coupe juste dans la présentation. Est-ce que vous pouvez partager vos slides? Ah, pardon, c'est pas le cas? Non, pas du tout. Du coup, je me demandais si c'était normal et que vous alliez le faire un peu plus tard. Non, c'est pas du tout. Désolée de vous couper. Pardon, alors. Excusez-moi. Pas de souci. Alors, je suis désolée de... voilà. Donc, je suis là. Donc, ce premier papier est donc un papier qui rapporte donc les données d'immunogénicité du vaccin AstraZeneca Université d'Oxford. C'est une étude qui a été nichée dans un essai de phase 2-3, dans lequel ont été inclus 54 personnes vivant avec le VIH, 50 contrôles. Pour les patients VIH, ils étaient tous traités par antirétroviraux avec un statut immunologique des CD4 à plus de 350, une charge virale indétectable. Et les auteurs rapportent donc la réponse humorale et cellulaire. Donc, c'est une population, on voit ici, âgée de 40 ans et avec donc des CD4 ici, je crois que c'est des médianes qui sont à 694, donc des patients qui ne sont pas immunodéprimés. Qu'est-ce qui est rapporté dans cette étude? On a ici donc les données en termes de réponse en anticorps en IgG, anti-spike, qui permet de montrer qu'on a une très bonne réponse en anticorps. Si on la compare à ce qu'on observe chez les sujets contrôles, eh bien, la réponse apparaît similaire chez les patients infectés par le VIH par rapport aux patients contrôles. Et ici, vous avez une représentation de la réponse toujours en IgG anti-spike selon le nombre de CD4, sans qu'il semble y avoir de corrélation évidente, et ici en fonction de l'âge. Et je ne vous ai pas représenté les réponses
cellulaire qui ne montrait pas de différence entre les personnes infectées par le VIH, vivant avec le VIH et la population contrôle. Alors, toujours avec le même vaccin, donc une étude cette fois-ci conduite en Afrique du Sud avec des patients vivant avec le VIH, des contrôles. Pour être inclus dans cette étude, les personnes vivant avec le VIH devaient être traitées depuis au moins 3 mois et avoir une charge virale à moins de 1000 copies. Et les patients qui ont été inclus, dans 75% des cas, avaient une charge virale indétectable au seuil de 5 ans. Ils étaient vaccinés avec 2 doses de vaccin administrées à 28 jours d'intervalle et ils ont regardé la réponse humorale. Donc, ce qu'on voit ici sur cette diapositive, donc vous avez ici les personnes qui vivent avec le VIH, ici la population contrôle, et ils ont regardé d'une part la réponse chez des personnes qui n'avaient pas été préalablement infectées avec le virus SARS-CoV-2, donc qui n'avaient pas fait d'infection, en orange, et les personnes qui avaient été déjà exposées au virus en bleu. Donc, ce qu'on peut voir dans cette publication, c'est que les personnes qui vivent avec le VIH ont une moins bonne réponse par rapport à la population contrôle et que si on a par contre été déjà préalablement infecté, et ça avait été montré en dehors de l'infection par le VIH, on a une réponse qui est supérieure à la réponse qui est obtenue quand on n'a pas été préalablement en contact avec le virus. Alors pour le vaccin ARN, je n'ai pas trouvé de données concernant le vaccin de Moderna. Donc, les données concernent essentiellement, donc, exclusivement le vaccin Pfizer-BioNTech. Et je vous ai présenté sur cette diapositive donc, le papier qui est sous presse actuellement, qui est celui qui présente les données sur la plus grande cohorte, 143 patients infectés par le VIH, 261 contrôles. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas les mêmes caractéristiques pour les patients vivant avec le VIH et les contrôles. En particulier, les contrôles étaient plus âgés et ils avaient plus souvent des comorbidités. Et donc, on a ici la réponse en termes à la fois d'IgG, donc des anticorps dirigés contre la fraction RBD de la protéine SPAC, qui montre une bonne réponse chez les patients infectés par le VIH, mais une réponse qui est inférieure au contrôle, et des données ici en neutralisation, c'est-à-dire en anticorps qui ont une capacité fonctionnelle de neutraliser le virus, qui montre là aussi une bonne réponse chez les patients infectés par le VIH, très peu de non-répondeurs et une différence qui semble plus faible que par rapport à la sérologie en IgG. Et dans cette publication, ils ont pu conduire une analyse multivariée pour mettre en évidence les facteurs prédictifs de la réponse, que ce soit en IgG ou en anticorps neutralisants. Donc, on voit ici, on retrouve les facteurs connus de moins bonne réponse, qui sont l'âge, qui sort de façon significative, qui sont le délai par rapport à la deuxième dose de vaccin avec lequel est fait le prélèvement. Et on sait que pour les anticorps neutralisants, il faut attendre plusieurs jours avant que les anticorps aient acquis leur capacité fonctionnelle. Et on voit que les comorbidités sont associées à une moins bonne réponse. Le VIH en lui-même, alors qu'il est associé à une moins bonne réponse en IgG, ne sort pas de façon significative, mais on voit qu'il y a une tendance à une moins bonne réponse. Donc, je crois que c'est cette étude ici, qui est aujourd'hui la plus importante, montre une bonne réponse des patients infectés par le VIH, mais avec une moins bonne réponse qu'en population générale. Alors, on n'a qu'un seul essai d'efficacité clinique. Les précédentes études étaient des données d'immunogénicité. C'est un essai donc, qui a été réalisé pour le vaccin de Novavax. Je vous ai dit que c'était donc une protéine recombinante adjuvantée. Et en fait, dans cet essai, qui a inclus plus de 2600 participants, 6% étaient des participants vivant avec le VIH, qui sont dits dans la publication comme stable sur le plan médical, et on voit que dans cet essai, l'efficacité vaccinale
et globalement de 49%, avec, quand on s'intéresse plus spécifiquement aux personnes qui n'ont pas l'infection par le VIH, une efficacité plus grande, donc très probablement une efficacité un peu diminuée dans la population des patients qui vivent avec le VIH, en sachant que ces patients ne sont pas forcément superposables aux patients qui sont traités et suivis en France avec des maladies bien contrôlées. Alors juste, je voudrais terminer pour vous dire un tout petit mot donc, de la cohorte COV-POPART. C'est une cohorte qui a pour objectif d'étudier la réponse immunitaire à la vaccination Covid dans des populations particulières, dont les patients infectés par le VIH. C'est une étude qui est promue par l'ANRS et qu'on conduit avec le Centre de méthodologie et de gestion de Bordeaux. C'est une cohorte nationale multicentrique, 14 sous-populations d'intérêt, avec des populations contrôle qui vont être des patients sans facteur de moins bonne réponse, soit de 18 à 74 ans, soit de 75 ans et plus. Et puis, on a pu évaluer dans cette cohorte une sous-cohorte de personnes qui avaient reçu d'abord l'AstraZeneca et ensuite une dose de vaccin Pfizer. Donc, vous avez ici la description de cette cohorte avec les différentes sous-populations. Donc, pour ce qui est des personnes qui vivent avec le VIH, donc la sous-cohorte est coordonnée par le professeur Jean-Daniel Lelièvre. On a prévu d'inclure 1400 sujets. On est aujourd'hui à plus de 1280 personnes vivant avec le VIH inclus. Et très rapidement, le schéma, donc les gens sont inclus au moment de la première dose de vaccination. On a maintenant élargi la possibilité de pouvoir inclure après la deuxième dose. Et puis, ils sont suivis de façon harmonisée entre les différentes sous-cohortes, donc avec un prélèvement un mois après la deuxième dose pour pouvoir évaluer la réponse au pic, un mois après la troisième dose pour les populations qui bénéficient d'une troisième dose, et puis ensuite à 6 mois, 12 mois et à 2 ans. Et on va implémenter là un amendement pour pouvoir évaluer l'impact de la dose de rappel pour les populations qui bénéficient aujourd'hui d'une recommandation de rappel. Donc pour terminer, on a encore des données peu nombreuses dans la population qui vit avec le VIH. Il n'y a pas de signal en termes de sécurité. Je n'ai pas détaillé cet aspect-là dans les papiers, mais il n'y avait pas de problème spécifique. On a une immunogénicité chez les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont traitées, contrôlées, qui sont tout à fait comparables aux données en population générale. Par contre, on a besoin d'avoir des données complémentaires, en particulier sur la persistance de la réponse et puis l'efficacité, bien sûr, en particulier chez les patients qui ont des CD4 plus bas et ou une charge virale non contrôlée, donc les facteurs qui aujourd'hui sont associés à une moins bonne réponse pour d'autres vaccins. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Odile pour votre présentation. Je m'excuse pour les bruits de fond. J'ai vu qu'on nous a un peu interpellés dans la boîte à questions, mais bon, après, on ne peut pas gérer les bruits de fond des présentations. Du coup, il y a toujours la boîte à questions et réponses si jamais. Je vois qu'à ce moment, il n'y a pas de questions. Ah si, Christelle Détombe qui demande quand commence COV-POPART. Odile, je vous laisse répondre. Alors, COV-POPART a démarré à la fin du mois de mars. Donc, on a déjà inclus presque 6000 participants au total. Je vous l'ai dit, on a une très grosse cohorte de patients infectés par le VIH, puisqu'on a plus de 1200 participants aujourd'hui qui sont inclus. Donc, la cohorte est actuellement en cours et on espère avoir assez prochainement les premières données en termes de réponse immunitaire, à la fois en IgG anti-spike, mais aussi en anticorps neutralisants. Merci. Je continue avec Romain Loury qui nous pose une question qui nomme un peu de sciences sociales par rapport au vécu de la vaccination chez les PV-VIH. Est-ce que la population serait confiante ou plutôt méfiante par rapport à cette nouvelle vaccination Covid-19 Alors, je n'ai pas vu, mais à vrai dire, je n'ai pas cherché de données spécifiques sur l'hésitation vaccinale
de la population vivant avec le VIH. Ce qu'on sait en population générale, c'est que l'hésitation vaccinale a plutôt baissé au cours du temps, c'est-à-dire que les études qui avaient été faites avant la mise en route de la vaccination montraient une proportion importante de gens qui étaient hésitants à se faire vacciner. Et puis, la vaccination faisant et les données étant de plus en plus disponibles, finalement, la part des personnes aujourd'hui refusant de se vacciner est plus faible. Il faut dire qu'il y a eu aussi une très forte incitation de la part des dirigeants pour que les gens se vaccinent. Il reste évidemment des gens qui ne se sont pas vaccinés. Les causes de cette non-vaccination sont assez diverses. Il y a des causes qui sont d'ordre religieuse. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une opposition vis-à-vis de ces vaccins qui seraient susceptibles de modifier l'ADN, donc avec un certain nombre de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux en particulier. Il y a aussi des questions d'ordre politique, c'est-à-dire que parmi les opposants à la vaccination, on retrouve des personnes qui sont soit opposées à tout mouvement politique, soit plutôt dans des mouvements extrémistes, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Et puis, on voit aussi que c'est les populations souvent qui ont des profils sociodémographiques moins favorisés, qui sont moins accessibles à la prévention et qui sont, à l'inverse, beaucoup plus accessibles à toutes les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses spécifiques par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH. À titre personnel, moi, j'ai une consultation où je suis régulièrement confrontée à des personnes qui sont hésitants ou refusent la vaccination. On arrive à en convaincre un bon nombre, surtout que maintenant, on a quand même beaucoup plus de recul avec ces vaccins. Mais il reste des personnes qui sont opposées à cette vaccination et qu'on n'arrive pas à faire changer d'avis. Voilà. Merci. Il y a une autre question que je vais poser juste après. J'en pose juste une à vous deux. Je profite de le scepticisme autour de la vaccination. On entend souvent l'argument qu'il n'y a pas de recul sur l'introduction de ces nouveaux vaccins. Et qu'est-ce qu'on peut proposer comme argument assez simple de compréhension qui peut permettre d'enlever cette notion de recul qui fait peur et qui inclut en fait l'hésitation vaccinale? Peut-être, Yves, tu veux intervenir? Non, vas-y, Odile, je t'en prie, tu as commencé à… Alors, je crois il y a eu beaucoup d'inquiétudes, en particulier au moment du début de la campagne de vaccination, qui était une inquiétude qui pouvait s'entendre, puisque c'était la première fois qu'on utilisait un vaccin contre le coronavirus, donc un nouveau vaccin, et de plus qui faisait appel à une nouvelle technologie, puisque, comme je l'ai dit, c'est la première fois en fait que les vaccins ARN ont eu l'occasion de montrer leur efficacité. Il faut savoir que la recherche sur l'ARN est une recherche qui existe depuis plusieurs années, environ une vingtaine d'années, mais pour des raisons diverses et en particulier de financement, les candidats vaccins n'avaient pas encore été jusqu'à faire la preuve de leur efficacité. Donc, je pense qu'il pouvait être légitime à ce moment-là, même si toutes les données qu'on avait étaient tout à fait rassurantes, qu'il puisse y avoir des inquiétudes par rapport à ces vaccins, à ces nouveaux vaccins et à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 6 milliards de doses de vaccins qui ont été administrées, de vaccins Covid. Alors, c'est évidemment pas que des vaccins ARN, mais il y a plusieurs centaines de millions de doses de vaccins ARN qui ont été administrés dans le monde. On a eu un système de pharmacovigilance absolument formidable qu'on n'a jamais vu auparavant avec des campagnes de vaccination grâce en particulier aux moyens de surveillance qui existent aujourd'hui, aux moyens informatiques, avec une attention toute particulière à ces effets indésirables, puisqu'on était dans le cadre de nouvelles vaccinations, donc c'était extrêmement important de pouvoir connaître le mieux possible les effets indésirables pour évaluer ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Les bénéfices, on les connaît, mais les risques ont besoin d'être évalués de la façon la plus précise possible. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a des données qui sont tout à fait rassurantes. Il y a des effets indésirables, il y a des questions qui peuvent être posées, mais il n'y a aucun élément qui remette en cause cette vaccination. Et puis le dernier point, je pense, parce que c'est quelque chose qui revient souvent,
Mais oui, on n'a pas de problème sur le court terme et sur le moyen terme, mais est-ce que on n'a pas de recul? Donc, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne va pas découvrir que ces vaccins ont des effets indésirables? Alors, je pense qu'on peut répondre à ces personnes-là, hein, qui mettent en cause la sécurité de la vaccination avec l'histoire de la vaccination. C'est-à-dire que depuis que les vaccins existent, on n'a jamais été confronté à des effets indésirables qui surviennent plusieurs mois, voire encore moins plusieurs années après la vaccination. Donc, les effets indésirables, lorsqu'ils surviennent, sont mis en évidence dans les jours ou dans les semaines qui suivent la vaccination. Et on n'a aujourd'hui aucune raison de penser qu'avec ces nouvelles technologies, les choses vont être différentes. Donc, je crois qu'on peut rassurer les gens. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, le fait que toutes les personnes qui ont été vaccinées vont mourir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Enfin, il y a des choses absolument incroyables qui circulent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont fondées sur aucun argument scientifique qui tienne vraiment la route. Merci. Du coup, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre. Marianne Bernédé nous pose une question, toujours pour vous, Odile Launay, sur les vaccins Moderna et VIH. Du coup, elle parle d'études où la persistance de l'efficacité Moderna soit meilleure dans le temps qu'avec Pfizer sur la population générale. Est-ce que cela pourrait être le cas pour les PV-VIH? Alors, effectivement, on a des études. Alors, pour revenir un petit peu au départ, donc chaque industriel a développé son vaccin, donc sans comparaison entre les vaccins. On a maintenant donc des résultats qui viennent d'études en vie réelle, avec d'une part des études d'immunogénicité qui ont pu comparer la réponse immunitaire au vaccin Moderna et au vaccin Pfizer, et d'autre part des données d'efficacité en vie réelle. Et ces études sont en faveur, effectivement, à la fois d'une meilleure immunogénicité et peut-être d'une efficacité plus importante, en tous les cas sur le variant Delta. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ces données. Un des arguments pourrait être que le vaccin de Moderna est 3 fois plus dosé en ARN que le vaccin de Pfizer, parce que dans le vaccin Moderna, on a 100 microgrammes d'ARN, alors que dans le vaccin Pfizer, on a 30 microgrammes. Donc ça, c'est une hypothèse. Il y a aussi des hypothèses sur l'espacement entre les 2 doses, mais certaines études montrent que c'est probablement pas cette hypothèse-là qui est la bonne. Donc il y a cette question de dose. Ensuite, il n'est pas non plus impossible, exclu que le vaccin de Moderna soit un tout petit peu différent, même si c'est la même technologie. Voilà, donc on peut se poser la question de l'intérêt du vaccin Moderna, à la fois pour le rappel et plus spécifiquement pour les populations immunodéprimées. Donc, il y a, à ma connaissance, des études en cours chez les transplantés d'organes solides qui visent à comparer la réponse immunitaire au vaccin Moderna par rapport au vaccin Pfizer. Merci pour votre réponse. Je vais passer une question pour le docteur Lévy, une question de Noël du Relais VIH qui évoque la différence entre VIH et Covid sur la recherche vaccinale. Est-ce que l'énorme financement qui a été mis sur le vaccin Covid et la mobilisation des chercheurs, contrairement au VIH, a du coup poussé une différence, ou est-ce qu'il y a eu des impacts? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que ce soit les financements qui ont été mis en place qui expliquent les différences en termes de succès. Je pense qu'il faut revenir à la science, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. On n'a pas du tout affaire au même type de virus, ni au même challenge entre les deux. Comme je l'ai dit, pour la vaccination, vous savez, elle essaie de mimer ce qui se passe dans une infection naturelle. Et quand dans une infection naturelle, le système immunitaire est capable d'éliminer un pathogène, c'est le cas évidemment pour le Covid. À ce moment-là, on peut essayer de mimer au mieux la réponse avec un vaccin et peut-être de reproduire ce qui se passe lorsqu'on est exposé au virus. Pour le VIH, on sait que le challenge est complètement différent. Maintenant, là où il y a une leçon à tirer, c'est la volonté politique, le commitment politique et la coordination et ce qui a été mis en place au début de la crise Covid pour essayer de trouver un vaccin qui est sûrement effectivement un levier très, très important pour mobiliser non seulement les industriels et mobiliser évidemment une communauté scientifique.
Si l'on fait le parallèle entre le vaccin VIH et le vaccin Covid, le vaccin Covid, les industriels ont été mobilisés extrêmement rapidement grâce à de l'argent public. Le vaccin VIH, les candidats vaccins sont toujours partis de la recherche publique et après essayer de passer à la large échelle avec les industriels. Même les vecteurs ou les plateformes comme celle de Johnson, par exemple, ou celle de Sanofi, qui ont été en phase 3 dans le VIH, le point de départ a été une recherche académique qui a permis de mettre au point ou d'affiner ces outils qui ont ensuite été passés en collaboration avec l'industrie à large échelle. C'est tout à fait le contraire qui s'est passé pour le Covid, où on voit bien que les firmes ou les biotech sont partis très, très rapidement grâce à de l'argent académique, à de l'argent public. Mais je crois que le défi, il est scientifique. Merci. Merci. Il y a plein de questions. J'avais une question sur Facebook, du coup, que je vais traiter aussi. Donc, c'était une question pour Odile Launay. Vaccin et VIH, au vu de l'immunogénicité quasi égale chez les PV-VIH et en population générale, pourrait-on supposer qu'il en sera de même pour l'efficacité vaccinale lorsqu'on aura plus de données? Alors, ça permet d'aborder ici donc, la question du corrélat de protection. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de corrélat de protection, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le titre en anticorps qui est nécessaire pour assurer une protection. Et probablement qu'il y a un corrélat de protection différent selon les variants, puisque ce qu'on observe, c'est que l'évolution du virus peut se faire vers un virus qui sera moins bien contrôlé par l'immunité vaccinale que les virus qui ont servi à mettre au point les vaccins. On sait aussi que dans la protection qui est conférée par les vaccins, outre les anticorps, bien sûr, la réponse cellulaire est importante. Et là encore, peut-être encore plus difficile de savoir quelle est la réponse cellulaire qui permet de conférer une protection, en particulier une protection contre les formes sévères et les formes qui conduisent en soins intensifs ou au décès. Donc, on a aujourd'hui ces données en termes de réponse immunitaire. On a vu avec les patients VIH que la réponse immunitaire était quasiment identique, mais on n'a pas de données, à ma connaissance, encore sur la persistance de cette réponse. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans d'autres populations immunodéprimées, cette réponse, elle était beaucoup moins bonne. J'ai parlé tout à l'heure des transplantés d'organes solides, mais on a des populations où même avec 3 injections de vaccin, on n'arrive pas à induire une réponse. Il faut maintenant qu'on attende d'avoir des données sur la persistance de la réponse et sur l'efficacité clinique. Et ça, c'est des données qu'on va obtenir en vie réelle. Donc, il faut se donner les moyens de les acquérir et pouvoir les évaluer au fur et à mesure qu'elles vont être disponibles. Merci. Je renchéris sur une question qui aborde un peu la même chose au niveau de cette 3e dose, cette dose de rappel. Du coup, est-ce qu'il y a une indication pour les PV-VIH au vu des connaissances que l'on a actuellement? Alors, je crois qu'il faut bien différencier la 3e dose, qui est une 3e dose en primo-vaccination, qui a été recommandée pour les personnes avec une immunodépression importante, comme les transplantés d'organes solides, mais aussi d'autres situations d'immunodépression. Et puis, la dose de rappel, qui peut, dans certains cas, être une 3e dose, mais qui peut aussi être la 4e dose, chez des gens qui ont déjà reçu 3 doses, et qui a là pour objectif de booster la réponse, c'est-à-dire d'augmenter les titres en anticorps et la réponse mémoire. C'est ce qu'on fait dans beaucoup de situations en vaccinologie, c'est-à-dire l'hépatite B, la vaccination contre les papillomavirus. On sait que pour avoir le maximum de réponses et une réponse qui va être persistante, cette dose de rappel est importante. Donc, on a des données qui sont générées au fur et à mesure, qui montrent que les anticorps vont baisser au fur et à mesure du temps, en particulier chez des sujets plus âgés et qui mettent à risque ces personnes d'avoir des échecs vaccinaux. Donc, c'est pour ça que la dose de rappel est proposée. Donc, pour l'instant, elle est proposée aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes qui sont les plus à risque de faire des formes graves. Les personnes infectées vivant avec le VIH ne font pas partie des personnes qui sont concernées aujourd'hui par cette dose de rappel, sauf s'ils ont plus de 65 ans et sauf s'ils ont une comorbidité qui fait qu'ils ont un risque accru de faire une forme grave. Mais les choses vont évoluer, bien évidemment, en fonction des données disponibles. Et c'est ce qui explique que les recommandations
sont en permanence modifiées et évoluent en fonction des connaissances qu'on peut avoir. Merci. Je pense qu'il est l'heure de conclure, mais je me permets peut-être de poser une dernière question pour vous deux concernant la communication sur la campagne de vaccination. Il y a eu des soucis enfin, on a insisté sur la priorisation, il y a eu des problèmes au niveau des moyens, des manques de doses. Est-ce que vous pensez que ça a été un frein justement à ce début de campagne? Est-ce qu'il y a eu des retards à cause de ça? Et je conclurai là-dessus. Je veux bien commencer. Moi, je pense que cette campagne de vaccination s'est extrêmement bien déroulée, même si on peut regretter qu'au tout début, ça a été un tout petit peu plus lent que ce qu'on aurait pu penser. Mais on a très largement, la France a très largement rattrapé son retard. Aujourd'hui, la couverture vaccinale en France est probablement l'une des meilleures en Europe. On a choisi une priorisation liée d'une part à l'âge, qui est le principal facteur de risque de faire des formes graves, d'autre part aux personnes exposées, en particulier des soignants, compte tenu du fait qu'on avait un nombre de doses initiales qui était limité et qui ne permettait pas d'ouvrir très largement la vaccination. Donc aujourd'hui, je crois que l'enjeu, il est de continuer à aller inciter les gens fragiles et à risque de se faire vacciner. On a parlé d'hésitation vaccinale. On sait qu'il y a encore plus de 10% des personnes de plus de 80 ans qui ne se sont pas fait vacciner. Certains sont opposés à la vaccination, mais d'autres n'ont pas trouvé l'opportunité pour se faire vacciner. Donc, je crois que ça, c'est un enjeu majeur. C'est vrai aussi pour certaines personnes plus jeunes avec des comorbidités. Donc, on doit absolument tout faire pour aller les vacciner. Ensuite, chacun à notre niveau, on peut avoir une action pour inciter les gens à se vacciner, essayer de les rassurer. Et je crois que c'est beaucoup de l'action de chacun et pas uniquement ni des politiques, ni des dirigeants, ni des médecins, mais de chacun d'entre nous d'arriver à convaincre les gens de se faire vacciner. Voilà, donc après, on peut toujours dire qu'on aurait pu faire mieux. On n'a sûrement pas fait tout bien comme il fallait, mais globalement, et je n'ai pas été impliquée dans la campagne de vaccination, donc je peux le dire de façon objective. Je trouve que la campagne de vaccination s'est bien passée. C'était quand même un challenge d'arriver à administrer 50 millions de Français ont eu une première dose, hein, dans un délai quand même qui est relativement court. Si je peux faire un commentaire, moi je pense que dans une pandémie mondiale comme celle-là, il est important aussi de voir ce que nous avons fait par rapport à l'état aussi de la vaccination ou le niveau de couverture de la vaccination dans d'autres pays. Je pense que la France, la stratégie qu'elle a adoptée sur des populations, comme vient de le dire Odile, la cible au départ était extrêmement judicieuse et importante sur des problèmes de santé publique. Je pense que la mise en place de la vaccination, comme celle des tests gratuits, jusqu'à, évidemment, maintenant ça va changer, mais au début de l'épidémie, jusqu'à maintenant, il faut se rendre compte que nous avons bénéficié de cela en France avec une mobilisation extrêmement importante comparativement à d'autres pays et on peut dire aujourd'hui que c'est un succès. Alors, on peut toujours se plaindre de ne pas avoir eu les doses au départ, mais il y a des continents entiers aujourd'hui où il y a moins de 1% de la population qui est vaccinée et avec des risques aussi importants dans une pandémie mondiale. Et je crois qu'il faut quand même de temps en temps aussi reconnaître que certaines politiques publiques ont permis aussi de faire face et nous avons, dans la situation dans laquelle c'était, avec une pénurie de vaccins de toute manière qui a été mondiale, fait le maximum au niveau national. Donc moi, je n'ai pas de critique à faire parce qu'en plus, je crois que sur le plan logistique, ça n'était évidemment pas quelque chose à mettre en place de manière aisée.